Bien, donc bonjour à tous. Nous allons enchaîner dans cette matinée sur l'accueil des mineurs non accompagnés avec deux interventions. La première avec M. Daniel Breillet, psychiatre, médecin du monde, délégation Île-de-France, et accompagné de Sophie Laurent, coordinatrice du programme mineurs isolés étrangers, mineurs non accompagnés, médecin du monde, délégation Île-de-France. Et la seconde intervention sur le difficile accès aux droits communs des mineurs étrangers en danger, avec Guillaume Lardancher, directeur de l'association Hors la rue à Paris. Donc, la partie quel accueil pour les mineurs non accompagnés à leur arrivée en France. Vous nous avez communiqué plusieurs documents, notamment sur l'accès aux droits et aux soins des enfants et adolescents non accompagnés en France. Ces documents seront présents sur le site du CVM, cvm-mineur.org. Et je rappelle que toutes les interventions sont filmées et que vous pouvez les retrouver sur le site à la fin de la journée. Donc, je passe la parole à M. Daniel Breillet et Mme Sophie Laurent. Oui. Bonjour, donc d'abord un très grand merci au CVM pour avoir invité Médecins du Monde à participer à cette journée et nous avoir donné la parole sur la question de l'accueil des mineurs non accompagnés. Je ne sais pas si c'est prévu, j'avais un schéma à diffuser pendant l'intervention, ça sera possible ? Je le ferai en deuxième partie d'intervention, mais on peut enchaîner. D'accord, super, merci. Donc nous allons intervenir à deux voix avec le docteur Breillet. Je ferai d'abord une brève introduction de nos propos par les motivations qui ont poussé Médecins du Monde à ouvrir des programmes dédiés aux mineurs non accompagnés en France, au nombre de 3 aujourd'hui, situés à Paris, en Normandie, à Caen et à Rouen et à Nantes. Le programme parisien que nous animons avec Daniel, ayant ouvert en juin 2015. Donc nous avions pour ambition en 2015 d'apporter une aide directe à ces jeunes en grande difficulté d'accès aux soins et aux droits. C'est un constat tiré de nos activités dans les centres de soins pour adultes de Médecins du Monde, dans lesquels on voyait passer depuis 2013 de nombreux mineurs non accompagnés. Et les réponses que nous pouvions leur apporter dans ce cadre-là étaient insuffisantes. Et c'est pour ça qu'on a créé des programmes dédiés aux problématiques bien spécifiques des mineurs non accompagnés. Et bien évidemment, en notre qualité d'ONG médicale, avec un angle d'accès aux soins et aux droits. Notre deuxième motivation était d'établir un diagnostic des besoins en santé physique et psychique des mineurs non accompagnés, de leur état de santé à leur arrivée sur notre territoire en France. De montrer également que les parcours de soins de ces mineurs non accompagnés en France sont chaotiques, et particulièrement lorsque ces jeunes restent en dehors des dispositifs de protection de l'enfance et que l'on constatait énormément de refus de soins, de retardement d'accès aux soins, de renoncement aux soins. Nous avions aussi comme motivation de montrer que les modalités d'accueil des mineurs non accompagnés, telles qu'organisées aujourd'hui, sur le territoire, ne permettent pas d'apporter les réponses socio-sanitaires nécessaires et pire encore, que le temps de l'accueil est un temps de souffrance pour les mineurs non accompagnés. Enfin, nous souhaitions montrer que les profils des mineurs non accompagnés ne sont pas pris en considération dans le cadre des évaluations qui ont vocation à admettre ou à refuser un jeune au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, ce qui, selon nous, explique fortement le taux de refus de prise en charge qui est extrêmement important partout en France et particulièrement à Paris. Nous avons élaboré très récemment une proposition pour progresser dans l'accueil des mineurs non accompagnés à Paris qui permettrait de tenir compte des facteurs de vulnérabilité en santé de ces jeunes. Je vous détaillerai ce modèle après l'intervention du docteur Breillet qui va vous présenter les profils des jeunes que nous avons rencontrés dans notre programme parisien et des mécanismes qui se jouent lorsque les institutions les rencontrent pour la première fois ou à plusieurs occasions tout au long de leur parcours. Voilà. Donc, je voulais vous expliquer un peu ce à quoi nous sommes confrontés à Médecins du Monde avec ces MNA. En 2017, nous en avons reçu 243. La grande majorité des MNA que nous recevons viennent d'Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, voire quelques autres pays, en général de pays africains francophones. C'est presque uniquement, effectivement, des garçons.
ils arrivent à Médecins du Monde, soit directement, j'ai envie de dire, par le bouche à oreille des migrants qui se retrouvent, Gare du Nord, qui se retrouvent dans un certain nombre de lieux. Ils arrivent comme cela, soit ils sont adressés par des collectifs ou souvent aussi par l'ADJ. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui n'ont parfois eu absolument aucun contact avec d'autres associations, avec d'autres groupes qui ont été déjà dans la rue, point. D'autres ont fait la première démarche de demande de reconnaissance comme mineurs. Ils ont éventuellement été mis à l'abri d'urgence, évalués, et l'évaluation a conclu que c'est un refus de reconnaissance de mineurs. À ce moment-là, ils se retrouvent éventuellement à la rue. Donc c'est un peu les jeunes que nous recevons arrivent chez nous comme cela. Je voulais revenir sur leur parcours parce que je pense que c'est tout à fait important et il y a quand même là, je crois, un certain nombre d'idées préconçues. Et d'abord, ce qui se passe souvent dans leur pays. Souvent, il a été dit qu'ils étaient mandatés par leur famille. Ceux que nous rencontrons n'ont pas été mandatés par leur famille. Presque tous nous racontent des histoires proches les unes des autres, c'est-à-dire qu'il s'agit de familles où il y a eu des décès, décès du père ou décès de la mère, ou décès des deux, donc prise en charge ensuite par des oncles, par des tantes, et c'est là que les choses se gâtent. C'est là que les choses se gâtent. Quand c'est le père qui décède, c'est l'oncle paternel qui hérite. Et à ce moment-là, il a le devoir d'accueillir cette famille, les orphelins de père. Il les accueille. Mais souvent, ils ne seront pas traités comme ses propres enfants. Et là, on assiste à des scènes qui nous ont souvent été racontées. Par exemple, ils étaient scolarisés. L'oncle estime que c'est plus la peine qu'ils soient scolarisés. Il va aller travailler au champ ou il va aller sur les marchés. Et c'est fréquemment ce genre de choses. Ça entraîne inévitablement des conflits. Ce sont des jeunes qui, à ce moment-là, ne se sentent plus reconnus comme tels et qui s'en vont, qui fuguent effectivement. Parfois, ils reviennent, mais souvent, ils se retrouvent à la rue, et à la rue sans aucune structure. Ils traînent du côté des gares, ils essayent de survivre comme cela. Ils rencontrent quelqu'un qui leur dit « mais il ne faut pas rester comme ça, ce n'est pas possible ». Et à ce moment-là, ils partent. Ils ne savent pas où encore. Certains disent « ah ben je connais quelqu'un au Burkina, je connais quelqu'un au Niger, il y a du travail en Libye ». C'est souvent comme ça que les choses se passent. Ils quittent leur pays sans savoir où ils vont aller. Quand c'est la mère qui décède, le père se remarie, et là, les conflits avec la belle-mère sont presque inévitables. Et c'est répétitif, de façon répétitive, on retrouve ces conflits familiaux quand il y a eu des décès dans la famille. Il y a intégré le décès, et il y a ensuite cette non-reconnaissance. Ils ont l'impression de ne plus être, et ils s'en vont. Ils s'en vont sans savoir où ils vont. Et le voyage, ça va être aussi quelque chose... Ce que je voudrais expliquer, c'est qu'il y a du trauma, mais il y a un tas d'autres facteurs qui interviennent, qui me paraissent tout aussi importants. Donc, ils partent avec d'autres. Au fur et à mesure du temps, le temps va être complètement séparé, hachuré. Il y aura des temps de pause où ils s'arrêteront pendant un moment, ils repartiront, ça s'accélérera. Ils vont travailler à un autre moment. Il y a comme ça des choses... Ils rencontrent des gens, ils seront séparés par les passeurs, ils en rencontrent d'autres. Il y a des grands frères qui vont les aider, il y en a d'autres qui vont abuser d'eux. Ils ne savent plus, ils perdent tous leurs repères pendant ce voyage. Et ce voyage, il ne dure pas quelques semaines, il dure des mois, voire des années. Ça, je pense que c'est un point tout à fait important à avoir. Il y a une notion d'errance, au départ, sans le but d'arriver ici en France. Après, ce but s'impose pour eux, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de place ailleurs. C'est un problème de place, de reconnaissance qui me paraît tout à fait important à dire. Alors, ils subiront là aussi pendant ce voyage des violences. Bon, on ne va pas trop revenir, mais quand même, il faut en parler un tout petit peu. La plupart passent par la Libye. La Libye, ça veut dire systématiquement mis en prison, battus pour les faire crier, à ce moment-là, téléphoner à la famille pour que la famille envoie de l'argent pour que le voyage puisse continuer. C'est quelque chose qui est quasiment systématique. La violence en Libye, bon, maintenant on en parle, mais on n'en parle pas depuis longtemps, mais la violence en Libye est absolument terrible. Là,
éventuellement, ils sont vendus. Si les familles ne peuvent pas payer, ils sont mis au travail, sans être payés évidemment, pour pouvoir payer, soi-disant, le voyage après. Il y a éventuellement aussi des contrôles quand ils voyagent d'un endroit à un autre, des contrôles, et là encore, on leur redemande de l'argent. Ils traversent le désert. La traversée du désert est absolument chaotique. Souvent, il y a des pannes, il y a des tribus qui les arrêtent, il y a des violences là encore. Ils côtoient la mort en permanence. C'est une notion qui me paraît tout à fait importante. Ils sont confrontés en permanence à la mort et ils ont l'impression de pouvoir essayer d'en réchapper. Le dernier point, c'est la traversée de la Méditerranée. Ils sont installés au bord de la mer et là, on leur demande de monter dans des zodiacs. Certains se rendent compte, n'ont jamais vu la mer, ont peur, paniquent, mais il n'est absolument pas question, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est où tu montes, où je te descends. Et certains ont été témoins de scènes de ce genre et les ont racontées. Donc cette violence, vous voyez, elle est partout. Actuellement, les choses changent un tout petit peu. Ce dont on se rend compte, c'est que certains, maintenant, la Libye, on en a beaucoup parlé, et on retrouve de nouveau, de temps en temps, la voie par le Maroc. Ils seront là aussi souvent confrontés à des violences. La police marocaine, quand ils les arrêtent, les tabasse aussi. Il y a des violences. Quand il s'agit de femmes, là, plus pour des adultes, puisqu'on a un peu chez les mineurs, des viols et des choses comme cela. Donc c'est un voyage extrêmement chaotique, extrêmement difficile. Et quand ils arrivent en France, ils sont d'abord systématiquement à la rue. À la rue, ça peut durer des semaines, ça peut être rapide, mais systématiquement, ils vont se retrouver à la rue. Et ce sera quelque chose qui reviendra sans arrêt dans leur tête après. C'est une expérience aussi très traumatisante. À la rue, mendier pour manger, là encore, rencontre avec d'autres qui peuvent les inciter aussi à la drogue, ils sont dans grande vulnérabilité. C'est tout ce parcours qui me paraît important. Donc, ce que je voulais essayer, et puis ils se retrouvent dans des pays étrangers dont ils ne connaissent pas les codes. Ils se sont retrouvés déjà dans des pays africains où ils ne parlaient pas forcément la même langue. Les codes sont parfois différents. Dans les pays du Maghreb, les codes sont encore différents et les langues ne sont pas connues. Et ça, c'est un point, le problème de la langue revient très régulièrement. Et c'est pour cela que ceux qui viennent d'Afrique francophone veulent rester en France. Ils l'expliquent d'ailleurs, ils disent en Italie on ne comprenait rien. La barrière de la langue est quelque chose d'extrêmement important. Donc ici en France, ils vont être confrontés à la rue, ils vont être confrontés aux institutions, à une mise en doute de leurs paroles. C'est aussi un point qui me paraît tout à fait important, c'est quelque chose qui a une certaine violence. En Afrique, ce qui compte, c'est la parole. Et là, elle est remise en doute, elle est remise en cause. Ça pose de très sérieux problèmes d'identité. Mais on ne me croit pas. On ne me croit pas. On dit que je suis majeur, j'ai pourtant un papier. Je vous le dis. Et donc tout ça est tout à fait important. Tout ça entraîne évidemment des conséquences psychiques, c'est là-dessus que je voulais arriver. Et en fait, sur les 243 que nous voyons, presque la moitié sont conduits à voir un psy. Alors comment les choses se font? Ils ne viennent pas à Médecins du Monde pour voir un psy. La demande, elle n'est absolument pas à ce niveau-là, mais le médecin généraliste ou les accueillants disent celui-là, il a quand même de sérieuses difficultés et il faudrait le voir. Donc ils n'ont pas la notion des troubles psychiques, enfin des troubles. Il s'agit de réactions par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Je crois il ne s'agit pas de pathologie en tant que telle, ça me paraît tout à fait important de le rappeler. Et qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est ce qu'on va essayer d'écrire un tout petit peu. Il se passe, alors ce qu'ils disent tous, le premier symptôme qu'ils mettent en avant, c'est « j'ai mal à la tête, j'ai la tête qui chauffe ». Et c'est toujours et ils le sentent, ils l'éprouvent effectivement comme une douleur physique. Mais dès qu'on leur pose la question « est-ce que vous pensez beaucoup ? Est-ce que tu penses beaucoup ?» Alors là, ah oui. Et c'est là que, d'un seul coup, ils peuvent commencer à parler un peu de ce qui se passe. Et effectivement,
C'est de ça dont il s'agit. Alors, quand ils sont avec d'autres, encore, ça peut aller, mais dès qu'ils se retrouvent seuls, et ils ont tendance à être isolés, et ça devient infernal pour eux, et ils le décrivent comme tel. Et qu'est-ce qui se passe dans les pensées? Dans les pensées, c'est, j'ai presque envie de dire, à l'image du chaos de ce qu'ils ont vécu. Il y a une espèce de chaos dans la pensée, où se mélange la situation actuelle, se débattre pour dormir, pour manger, les traumatismes qu'ils ont vécus. Il y a une espèce de reviviscence des traumatismes. À chaque fois qu'ils sont confrontés à un nouveau traumatisme, la multiplication des traumatismes fait qu'il y a une reviviscence comme ça des uns et des autres. Et puis, il y a aussi, ce sont des jeunes qui sont en devenir, hein, ils ont été souvent déscolarisés. Le but, c'est de retourner à l'école. Je voudrais apprendre. Il y a un désir d'apprendre très important chez eux. Et donc tout ça se mêle et ça entraîne une espèce de confusion dans l'esprit très difficile pour eux. Ils ont du mal à se repérer dans le temps et quand on leur pose des questions lors de l'évaluation, on leur demande quelle date, quelle durée. Et là, c'est impossible pour eux. Ils ne peuvent pas. C'est quelque chose qu'on retrouve très, très fréquemment. On leur demande, ils retiennent certaines dates, ils ont certains souvenirs précis, mais les lieux sont confondus et les durées sont confondues. Ils ne peuvent plus évaluer les durées. Donc, leur demander des dates, leur demander des durées, on trouve des contradictions. Ah ben, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est aussi, pour moi, une forme de violence après, ici en France. Alors, ce qu'ils décrivent, donc c'est mal de tête. Après, c'est les troubles du sommeil. Ça aussi, c'est un point important. Les troubles du sommeil, ils n'arrivent pas à s'endormir parce qu'ils pensent sans arrêt. Ils n'arrivent pas à s'endormir parce qu'ils ne sont pas dans des lieux sécurs. Ils ont vécu ça déjà depuis des mois et des mois. Les troubles du sommeil sont tout à fait importants. Et puis ensuite, quand ils s'endorment, eh bien, les traumas reviennent, reviviscence par les cauchemars. Donc c'est tout cet ensemble de symptômes qui vient. De là, ce qu'ils expriment aussi, c'est la fatigue. Ils n'en peuvent plus. Il y a cette fatigue déjà des troubles du sommeil et il y a cette fatigue de lutte intérieure. Ils essayent en permanence de repousser toutes ces pensées qui les envahissent. Et ça, c'est une lutte permanente à l'intérieur et pour eux, c'est épuisant. Ils disent « je suis fatigué, je suis épuisé ». Ce sont les points dont ils parlent. Donc, tout cela a comme conséquence, le plus souvent, un repli sur eux-mêmes, des troubles de la mémoire. Il y a une confusion des dates, confusion des temps, confusion dans l'espace. Et un des points sur lesquels on peut travailler avec eux, qui souvent est quelque chose, en quelques entretiens, qui permet de bouger un petit peu, c'est d'essayer de remettre, j'ai envie de dire, un peu de continuité dans leur vie. De pouvoir reparler de leur histoire, de pouvoir prendre du temps, parce que là, il faut du temps pour les écouter, permet de remettre un peu de continuité dans leur histoire. Dernier point qui revient assez fréquemment, c'est le problème de culpabilité. Ils ont laissé une mère, ils ont laissé une mère qui parfois aussi subit les violences de l'oncle, c'est des situations que l'on rencontre assez fréquemment. Culpabilité parce qu'au cours du voyage, ils en ont rencontré d'autres qui ont disparu. Eux, ils ont échappé. Que sont devenus les autres? Et ça, c'est des sentiments qui reviennent très fréquemment. Culpabilité par rapport à des frères et sœurs qu'ils ont éventuellement laissés. C'est des choses qui reviennent très, très fréquemment. Et il faut leur rappeler qu'eux-mêmes, ils sont des victimes. Parce que je pense que ça, c'est quand même tout à fait important. Voilà un peu au niveau psychique les tableaux auxquels nous sommes confrontés. Nous essayons... Donc, il y a des entretiens individuels. Pour eux, nous leur proposons maintenant des ateliers collectifs où ils peuvent justement entre eux échanger, se soutenir mutuellement, et ça, c'est un point qui nous paraît tout à fait important. Alors, ça, c'est le problème des troubles plutôt d'ordre psychique, qui sont quand même les plus importants et qui sont souvent pas pris en compte.
les problèmes médicaux sont aussi importants. On se rend compte que derrière cela, il y a quand même de gros problèmes. Sur les 235 dossiers médicaux, il y a eu 93 orientations pour prise en charge hospitalière, soit 39% des jeunes que nous avons reçus en 2017. Alors, c'est des prises en charge hospitalières, en général, pour des problèmes de sérologie positive. Ça ne veut pas dire après que la maladie soit active encore, mais il y a des problèmes de sérologie positive et donc qui doivent être vus, des problèmes de radio pulmonaire avec des problèmes de tuberculose. Il y a d'autres problèmes encore. Il y a les problèmes dentaires qui sont parfois très importants, problèmes dentaires qui les empêchent de manger. Il y a des troubles digestifs qui peuvent être aussi importants parce que là aussi, ils sont confrontés à des variations au niveau alimentaire qu'ils ont du mal à supporter. Ils ont presque tous, j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même important à dire, ils ont quasiment tous connu la faim. Ça, c'est des points tout à fait importants. Et donc après, il y a d'autres moments où ils peuvent manger plus à leur faim, parfois de trop du coup, et donc il y a des troubles digestifs qui sont importants. Après, on rencontre encore des problèmes d'ordre dermatologique. Les gales sont fréquentes. Les problèmes d'hygiène pendant tout le voyage, ils n'ont pas pu accéder à l'hygiène minimum. Et pour eux, c'est une souffrance aussi importante. Et enfin, de temps en temps, on trouve alors des séquelles de traumatisme dans leur pays, traumatisme au cours de voyage, qui posent souvent je parle de séquelles importantes, c'est-à-dire des séquelles motrices, par exemple, de fractures qui ont été mal consolidées ou des choses de ce genre. Et parfois aussi, de temps en temps, on trouve des maladies congénitales qui n'ont pas été traitées, telles que, par exemple, les cataractes congénitales, de temps en temps, rencontrent ce type de pathologie, donc, qui ont besoin d'être prises en charge, évidemment. Voilà un peu les tableaux qu'on peut faire des jeunes que nous rencontrons. Vous voyez, donc, qu'il y a énormément de problèmes parmi ces jeunes. Ils sont quand même très, j'ai envie de dire, très amochés. Et malgré ça, ils ont une capacité de résilience qui est tout à fait remarquable. On se rend compte que quand on les voit à plusieurs reprises, souvent nous, on les voit sur une durée de quelques mois, on les voit réémerger au fur et à mesure quand ils sont dans un lieu un peu sécure. Le problème de la prise en charge, elle n'est pas médicale, mais elle est vraiment médico-sociale. La reconnaissance, s'ils arrivent à être reconnus, s'ils arrivent à être scolarisés, là, il y a quelque chose qu'on voit tout de suite qui commence à réémerger. Voilà un peu les problèmes que nous rencontrons. Je vais poursuivre cette intervention, déjà en rappelant que ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé le programme mineur non accompagné à Médecins du Monde et que la plupart des jeunes que nous avons accueillis dans notre programme sont des jeunes qui avaient déjà entamé une partie de leur parcours, qui avaient déjà été vus par les services de protection de l'enfance au stade administratif à Paris par la Croix-Rouge française et il y a quelques années à l'époque par France Terre d'Asile. Donc ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi, c'est à la fois apporter une aide directe à ces jeunes, mais aussi cette aide directe nous a permis d'analyser comment les choses se mettaient en place à l'arrivée des mineurs non accompagnés à Paris et de voir que le circuit n'était pas adapté aux situations rencontrées, n'était pas adapté aux problématiques des jeunes qui se présentaient en demande de protection. Donc, les profils, le tableau que Daniel a décrit il y a un instant, permet de comprendre pourquoi, selon Médecins du Monde, les modalités d'accueil des mineurs non accompagnés doivent comprendre un accès immédiat à la santé et plus largement une attention médico-psychosociale. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, puisque pour les jeunes qui arrivent à accéder aux dispositifs de protection, donc aux portes d'entrée uniques d'évaluation des mineurs non accompagnés, il y a une forme d'urgence motivée par des logiques comptables, des logiques de tri, qui ne laissent pas la place à cette attention médico-psychosociale pourtant impérative pour ces jeunes. Donc pour
résumer rapidement, c'est ce pourquoi des modalités d'accueil qui doivent comprendre un accès immédiat à la santé, physique, psychique, curatif, préventif. Les raisons, il y en a 3 principales. En premier lieu, il faut un accueil digne, bienveillant, car il s'agit, comme le disait Daniel, d'adolescents dont l'état de santé est extrêmement dégradé. En second lieu, c'est la nature même des traumatismes qui empêche l'inscription dans un cadre très rigoureux, celui des entretiens d'évaluation, et le cadre est parfois lui-même une répétition des violences, des traumatismes. On observe beaucoup de banalisation des mauvais traitements, des négligences, tout d'abord par les refus guichets, par les défauts de mise à l'abri, par les défauts de soins adaptés. Donc le premier accueil est un moment de réactivation des traumatismes. Les éléments recueillis lors des évaluations l'ont donc été sur des mineurs en souffrance, épuisés, perdus, parfois sidérés ou en errance psychique, et ainsi incapables, comme disait Daniel, d'apporter des réponses extrêmement détaillées et cohérentes s'agissant de leur parcours de vie. Un syndrome de stress post-traumatique se traduit souvent par des phénomènes d'amnésie, ce qui prouve bien que sans ce temps en amont de l'évaluation, les choses sont très compliquées à mettre en place. La troisième raison, c'est que comme il existe de fait un temps incompressible avant qu'un jeune soit évalué, on le voit bien aujourd'hui, l'accueil se résume à une mise à l'abri qui dure un certain temps, en moyenne actuellement 2 semaines à Paris. Il nous paraît opportun et indispensable de l'exploiter. Donc le circuit que nous avons imaginé après ces 2 ans et demi d'activité auprès des mineurs non accompagnés, qu'on a donc dessiné en aval et qu'on voudrait voir apparaître en amont, puisque nous avons été obligés d'apporter cette attention médico-psychosociale parce qu'elle n'avait pas été réalisée à l'accueil. Donc nous, on arrive sur une séquence après les refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance. On propose donc un circuit qui serait décomposé de la manière suivante, on a essayé de le schématiser, avec 2 temps bien distincts. Un premier temps de l'accueil, qui serait composé des mesures propres à l'accueil provisoire d'urgence et de la mise en œuvre systématique d'un parcours de soins curatif et préventif. Cela organisé autour de structures adaptées. Donc en ce qui concerne les hébergements, aujourd'hui on constate un hébergement massif en hôtel et surtout un véritable pôle santé qui serait animé en dehors de tout le reste. Donc l'accueil qui repose sur un principe d'inconditionnalité et concerne l'ensemble des jeunes se présentant à la porte unique d'entrée des mineurs non accompagnés, à Paris, le DEMI, qui est tenu par la Croix-Rouge française, ainsi détaché, constituerait un temps de répit propice pour un certain nombre de choses. L'information sur les droits, qui aujourd'hui n'est pas réalisée, qui aujourd'hui n'est pas correctement réalisée, la diffusion d'une information claire et suffisante sur les enjeux de l'évaluation, la prévention, les soins et l'ouverture des droits à une protection de la maladie, Médecins du Monde, souhaitant que l'ouverture des droits se fasse sur une PUMA CMUC et non sur une aide médicale d'État, comme c'est le cas aujourd'hui. À ce stade de l'accueil, aujourd'hui, rien ne se fait en termes d'ouverture des droits. Mais si elle devait se faire, ça serait sur une couverture maladie PUMA CMUC qui permet d'apporter des soins plus larges en termes de poignée de soins, mais aussi en termes d'autorisation parentale pour réaliser ces soins, puisque des jeunes qui ont une CMUC et qui ont plus de 16 ans n'ont plus besoin de l'autorisation parentale pour se faire soigner. Donc pendant cette séquence où le jeune n'est pas encore pris en charge, mais quand même dans les dispositifs de protection de l'enfance, il y aurait une possibilité d'avancer correctement et de mettre en place des parcours de soins qui pourraient s'inscrire dans la continuité par la suite. Cette distinction entre l'accueil et l'évaluation permettrait une véritable mise en confiance des jeunes, d'éviter les variables d'ajustement à travers les refus guichets, les évaluations sommaires sans notification, d'éviter la confusion entre soins et évaluation, et donc de dispenser une attention médicale à des fins purement médicales et dans un endroit neutre, de fluidifier et sécuriser les parcours de soins et de permettre que l'évaluation se déroule dans des conditions appropriées, car des mineurs non accompagnés dans un état de santé satisfaisant, bénéficiant d'une mise à l'abri assortie d'un soutien socio-éducatif, aborderaient la suite du parcours, donc l'évaluation, sereinement. Tout ce qu'on vient d'exposer avec Daniel ne vaut qu'à partir du moment où les mineurs en danger sont repérés, identifiés, conduits et réellement
accueillis dans les dispositifs. Cela me permet de faire le lien avec l'intervention de Guillaume sur le difficile accès au droit commun. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette intervention à deux voix. Vous aurez tout à l'heure une partie consacrée aux questions pour les trois intervenants d'un coup. On va enchaîner avec monsieur Guillaume Lardanchet, directeur de l'association Hors la rue Paris, sur donc le difficile accès au droit commun des mineurs étrangers en danger. Merci, merci Sophie pour la transition parfaite et merci aux organisateurs de nous avoir invités et pouvoir vous livrer un peu notre vision sur la question. Je vais faire un petit pas de côté à l'occasion de mon intervention, puisque si je parle du difficile accès au droit commun, je vais plutôt parler du repérage en fait, de tous ces enfants qui échappent un petit peu au dispositif institutionnel pour diverses raisons, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je voulais aussi revenir sur la notion qui est dans le titre de mon intervention. On a beaucoup parlé de l'appellation mineur isolé étranger, mineur non accompagné. Je vais vous en proposer une troisième, puisque ces deux notions, isolement et non accompagnement, ne sont pas des notions que j'ai vues inscrites quelque part dans nos textes législatifs et réglementaires. Donc nous, on choisit d'utiliser l'appellation mineur étranger en danger, puisqu'il s'agit de trois termes qui sont définis juridiquement de manière assez précise et assez incontestable, alors qu'on le voit lors des évaluations, l'isolement ou le fait d'être non accompagné sont souvent des notions sujettes à interprétation et à de fausses interprétations. Donc je ne vais pas revenir sur la notion de minorité ou d'extranéité et sur la notion de danger. Cette notion de danger en droit français, elle est définie par l'article 375 du Code civil, auquel je vous renvoie et qui dit très clairement que lorsque les conditions de vie d'un enfant ont un impact sur sa santé, sur son développement psychologique, affectif, bref, il y a toute une liste à la fois assez large et assez précise qui permettent de définir les critères d'un danger. Et le fait d'être privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, une autre notion juridique, est une notion de danger qui permet finalement de requérir les institutions de protection de l'enfance pour ces mineurs en danger, pour ces mineurs étrangers. Je rappelle aussi, ça a été dit par une intervenante précédente, que la protection de l'enfance en France est quasi inconditionnelle. Il n'y a pas de condition de nationalité. Un enfant sans parents est évidemment un enfant en danger, donc doit être pris en charge par la protection de l'enfance. Mais un enfant avec des parents en situation irrégulière doit de la même manière être pris en charge par les institutions de la protection de l'enfance. Ça, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant qui s'applique en droit français, puisque la France l'a ratifiée, comme de nombreux pays dans le monde, à l'exception notable des États-Unis. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort dans le droit français, dans le droit international. Un État doit la protection à tous les enfants en danger qui se trouvent sur son territoire. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Après cette introduction sur les termes, je vais me permettre une petite introduction sur ce que fait Hors la rue, puisque nous sommes moins connus que Médecins du Monde. Donc Hors la rue, c'est une association qui est historiquement basée à Paris. Maintenant, nous sommes basés à Montreuil, mais qui intervient en Île-de-France et dont la première mission est de repérer les mineurs étrangers en danger. L'association naît au début des années 2000 à Paris, avec l'apparition de la problématique des mineurs isolés étrangers, et sur une problématique un peu spécifique qui était la présence de mineurs originaires de Roumanie dans les rues de Paris, qui suscitait beaucoup d'inquiétudes, puisqu'ils étaient à la fois en groupe, ils refusaient à peu près toutes les interventions sociales, notamment du SAMU social à l'époque, et surtout, ils étaient très embêtants pour la mairie de Paris et la société Vinci, puisque ces gamins avaient une technique infaillible pour éventrer les horodateurs à pièces de la ville de Paris, donc de nombreux horodateurs avant qu'ils ne passent à la carte bleue, et avec un coup de tournevis, ils récupéraient les pièces, et c'était évidemment un manque à gagner assez important pour la ville de Paris et le gestionnaire qui était la société Vinci. Les discours à l'époque, c'était ces gamins, quand on s'approche d'eux, ils refusent tout, ils ne veulent absolument rien, ils ne sont intéressés que par faire de l'argent avec ces horodateurs et ils n'ont aucune volonté de s'intégrer.
À l'époque, Dominique Versini, qui avait été à la tête du SAMU social et qui était secrétaire d'État aux solidarités et qui était confronté en tant que secrétaire d'État à la problématique des mineurs isolés, a décidé de mettre en place un dispositif d'État pour la protection et le repérage des mineurs étrangers à Paris et en Île-de-France. Et c'est comme ça qu'a été un petit peu renforcée l'intervention de Hors la rue par la création d'une maraude spécialisée auprès de ces enfants roumains. Donc, il y a une idée toute bête d'utiliser des roumanophones pour aller vers ces enfants et aller à leur rencontre. Et on s'est rendu compte assez rapidement, et l'expérience s'est répétée par ailleurs, que aller vers des enfants ou des personnes en difficulté avec une attitude bienveillante et une volonté de créer du lien, un lien de confiance, c'est quelque chose qui marchait. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que ces enfants, ils avaient des demandes. La première demande auquel on a fait droit, c'est de leur permettre d'accéder au centre d'accueil de jour qu'on avait créé. Donc un centre d'accueil de jour assez simple et basique où ils pouvaient accéder à des douches, à des laveries, à des repas et à des activités. On fonctionne toujours comme ça aujourd'hui. Et petit à petit, en leur offrant un temps de répit dans ce lieu un petit peu de transition, on a pu faire des orientations vers la protection de l'enfance et des orientations qui ont toutes été réussies puisque c'est des gamins qui ont eu par la suite des parcours d'insertion tout à fait normaux. Cette première expérience avec des mineurs roumains originaires d'une région en Roumanie nous ont permis aussi d'essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui avaient conduit ces mômes en France. Et on s'est rendu compte que c'était quelque chose de tout bête, c'était qu'ils venaient d'un village en Roumanie qui était totalement isolé, et notamment totalement isolé des transports en commun pour accéder au collège. Donc en primaire ça se passait bien, puis arrivé au collège, les gamins n'allaient plus à l'école, et ce qui créait des problèmes à la fois pour les familles et pour les enfants, et c'est cette manque d'accès à l'école qui a finalement pu entraîner des migrations qui étaient un petit peu collectives. Donc j'en reviens un petit peu à ce que disait le docteur Breillet, et que je confirme, la compréhension des raisons de la migration est souvent nécessaire à une bonne intervention. Il n'y a pas de schéma homogène, on ne trouvera jamais une seule raison qui explique toutes les migrations. Il y en a plusieurs, elles se trouvent de plus en plus pour les mineurs originaires d'Afrique au sein des cellules familiales, des décès, mais aussi on voit des séparations, des divorces, donc autant de situations familiales qui touchent nos sociétés occidentales, mais qui touchent aussi les pays en voie de développement, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Donc là aussi, ça m'interpelle ce que vous disiez, monsieur, en introduction aussi, sur la notion de fugue et la notion de départ. On est aussi dans des logiques d'enfants qui s'émancipent d'une vie familiale et qui est parfois difficile, impossible, et qui ne leur permettra pas de s'épanouir totalement. Donc cette notion-là, elle est évidemment à prendre en compte pour accompagner correctement. Mais avant d'accompagner, il faut évidemment repérer et prendre en charge. C'est ce qu'on fait nous avec un objectif qui est de repérer les enfants les plus éloignés du droit commun de la protection de l'enfance. Tout ce qui a été décrit depuis ce matin sur l'évaluation, sur l'implication du juge des enfants et le parcours de soins qu'essaie de construire Médecins du Monde, en fait, fonctionne pour des jeunes qui sont demandeurs de protection, qui généralement, quand ils arrivent sur le territoire français, arrivent à trouver les relais pour se rendre dans les plateformes d'évaluation, sont capables d'attendre les heures, les jours, les semaines, voire les mois pour avoir un rendez-vous d'évaluation, pour se prêter à ce jeu difficile et en fait être totalement s'insérer dans ces parcours-là. À Paris notamment, il y a des centaines d'enfants qui ne sont pas du tout à même de pouvoir se rendre dans les plateformes d'évaluation des conseils départementaux. C'est ces jeunes-là que nous, on essaye de repérer et qu'on essaye finalement de rendre un petit peu visibles pour les institutions, puisque souvent ils sont invisibles pour les institutions de protection de l'enfance, mais très visible pour les institutions de la protection judiciaire de la jeunesse ou institutions judiciaires, commissariats, tribunaux sous le versant pénal. Donc notre méthode d'intervention est toujours la même, aller dans la rue avec des éducateurs spécialisés, une psychologue, une art-thérapeute notamment, et d'autres professionnels travailleurs sociaux pour aller au-devant de ces jeunes, créer un lien de confiance, puisqu'on se rend compte que ce sont souvent des jeunes qui ont une grande méfiance vis-à-vis des adultes, et petit à petit les orienter, quand c'est possible, vers le droit commun de la protection de l'enfance. C'est le but ultime. Le but intermédiaire, c'est évidemment de leur faire comprendre qu'il y a des adultes bienveillants qui peuvent s'occuper d'eux. S'agissant des publics que nous rencontrons, nous intervenons auprès de mineurs
non accompagnés, demandeurs de protection, mais qui se voient refuser l'accès à la protection de l'enfance pour contestation généralement de leur minorité. Nous nous occupons toujours de notre public historique des mineurs roumains, où là aussi il y a eu de fortes évolutions au début des années 2000, puisque je vous parlais de mineurs non accompagnés roumains qui étaient seuls sur le territoire. La migration roumaine a aussi évolué et sont devenus de plus en plus visibles des familles migrants, généralement avec des personnes du même village s'installant sur des bidonvilles en France et connaissant des problèmes d'intégration dus à des conditions d'accueil qui sont tout à fait déplorables, mais j'y reviendrai. Dans le sillage un petit peu de ces migrations et de ces difficultés d'accueil sont aussi insérés des groupes criminels. Ça a été évoqué par le docteur Salmon tout à l'heure, alors que ce soit des réseaux criminels en provenance du Nigeria qui sont assez bien documentés, mais aussi des réseaux criminels en provenance d'Europe de l'Est, dont la spécialité pour tous ces réseaux, qu'ils soient africains ou d'ex-Yougoslavie ou de Roumanie ou de Bulgarie, et l'exploitation des enfants. Et enfin, je vous parlerai aussi d'une problématique sur laquelle on intervient depuis un peu plus d'1 an, qui a aussi fait l'objet d'une grosse attention médiatique et politique. Il s'agit d'enfants originaires du Maghreb, de très jeunes enfants originaires du Maghreb, qui ont trouvé refuge, avec tous les guillemets qu'il faut, sur le quartier de la Goutte d'Or à Paris, où on observe une errance assez forte de ces jeunes, même très très forte, avec une commission d'actes de délinquance, mais aussi et surtout une consommation de produits psychotropes et de cocktails de produits jamais vus jusqu'ici à Paris pour des enfants dont certains, et un nombre non négligeable, sont âgés de moins de 15, voire de moins de 13 ans. Donc notre boulot, c'est d'aller au-devant de ces jeunes et aussi de documenter les obstacles de l'accès au droit commun. Pour revenir un petit peu public par public et sur quelles sont les difficultés d'accès au droit commun, ça a été assez bien dit sur la question de l'évaluation, des méthodes d'évaluation pour des enfants qui ont vécu des traumatismes durant leur parcours migratoire. Donc je ne vais pas redire tout ce qui a été dit un petit peu sur la Libye, qui est quelque chose que nous, on documente depuis 3-4 ans maintenant. On a vu une augmentation des demandes de consultation de notre psychologue et qui, nous a alerté sur ces récits assez effroyables en Libye, qui évidemment laissent des traces. La morbidité aussi, elle a été évoquée. Hein. C'est des enfants qui trimballent des histoires de mort avec eux quand ils arrivent chez nous. Et évidemment, le premier traumatisme que le premier traumatisme qu'on observe, un des traumatismes qu'on observe, il se passe ici en France, puisque les jeunes qu'on accueille à Hors-la-Rue, ce sont généralement des jeunes qui sont passés par les plateformes d'évaluation et qui se sont vus opposer un refus, une contestation de minorité. Donc la première violence, elle se situe là pour ces jeunes. En France, c'est en fait on conteste qui je suis. La seconde violence, elle est plus institutionnelle et pour des jeunes qui parfois idéalisent notre pays, elle est assez difficile à comprendre et elle l'est aussi parfois pour des professionnels. Donc c'est un petit point de droit. Le refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance, c'est une décision administrative d'une autorité administrative, le président du conseil départemental. En droit français, comme dans toutes les démocraties, normalement, une décision fût-elle administrative est contestable en droit devant le tribunal compétent, en l'espèce le tribunal administratif. Quand ces jeunes, ça commence un petit peu à changer, mais quand ces jeunes se tournent vers le tribunal administratif, qu'est-ce qui leur est opposé? Un refus de saisine de la part du tribunal administratif, le tribunal administratif arguant que le jeune se présente comme mineur et que pour saisir le tribunal administratif en France, il faut être majeur. Donc ces jeunes qui voient leur minorité contestée ne peuvent pas saisir l'autorité judiciaire qui pourrait leur permettre d'accéder à la protection de l'enfance. C'est pourquoi s'est développée la saisine du juge des enfants, qui n'est pas en recours, ça c'est extrêmement important, c'est une voie parallèle pour permettre à ces jeunes de faire reconnaître leur minorité par l'autorité judiciaire, par le juge des enfants. Donc c'est déjà la première violence, c'est ces enfants n'ont pas, comme n'importe quel citoyen ou
personne se trouvant en France, un accès à la justice qui est un petit peu conforme aux attendus. Ça, c'est la première violence. La seconde violence, elle se situe au niveau de l'hébergement et du logement. Il y a les questions de santé qui ont été très bien décrites. Mais pareil, quand ces jeunes se retrouvent à la rue, quand on essaye de saisir le SAMU social, ce qu'on nous oppose, c'est que ces jeunes sont mineurs et que du coup, le SAMU social ne peut pas prendre en charge les mineurs isolés. Donc il y a une contradiction assez folle, un paradoxe assez fou entre voilà, un refus d'admission à la protection de l'enfance et en même temps, pour toutes les autres institutions chargées de la protection des majeurs, une impossibilité de prendre en charge ces jeunes. Donc ça, cette situation, elle est extrêmement douloureuse pour ces jeunes et chez nous, au sein de notre centre de jour, elle se perpétue aussi sur les différences de traitement. Que des jeunes relèvent du tribunal de Paris ou du tribunal de Bobigny, on va voir des délais d'audiencement extrêmement variés. De même que ce soit tel juge qui soit saisi au sein du tribunal pour enfants de Paris ou du tribunal pour enfants de Bobigny ou tel autre, les délais d'audiencement vont être effectivement très différents. Donc là, une grosse difficulté pour les jeunes de comprendre tout ça. À cela s'ajoute le fait que notre droit n'est pas correctement appliqué. Vous allez discuter, j'imagine, des examens de maturation osseuse, de détermination de l'âge. On a parlé de l'évaluation. Moi, j'aimerais vous parler de l'article 47 du Code civil, qui est quand même quelque chose d'assez fondateur aussi dans notre droit français, qui dit qu'en gros, tout acte d'état civil fait à l'étranger fait droit jusqu'à ce que l'autorité administrative qui le conteste ait apporté des preuves intangibles de fait que ce document est inauthentique. Aujourd'hui, il y a des procédures par la police aux frontières d'expertise documentaire qui sont ce qu'elles sont. Elles sont parfois assez bonnes et à plein d'endroits évidemment perfectibles. Elle pourrait être rendue bien meilleure par une coopération avec les pays d'origine. Ça a été dit, un des premiers pays, une des premières nationalités s'agissant des mineurs non accompagnés, c'est le Mali. Le Mali, c'est un pays où on a aujourd'hui des troupes engagées, où on a des coopérations sur plein de sujets, mais en revanche, une coopération sur les reconstitutions d'état civil, sur un travail qui pourrait être fait sur la prévention au départ, un petit peu sur l'information au départ quand des jeunes quittent le pays, ça c'est quelque chose qui n'est jamais fait. Le ministère des Affaires étrangères français est systématiquement absent de toutes les concertations, de toutes les réflexions sur le sujet. Donc, je m'adresse à des gens qui sont intéressés par la médecine et je sais que le test osseux est quelque chose qui fait débat. Avant d'impliquer la science, il y a aussi le droit et il y a un levier ici qui est, à mon avis, sous-exploité pour améliorer l'évaluation de ces jeunes. Donc voilà un petit peu pour les difficultés d'accès au droit commun des mineurs non accompagnés. Je vais parler un petit peu maintenant des autres publics plus historiques dehors la rue. Donc il s'agit notamment des mineurs roumains. Comme je vous l'ai dit, la migration roumaine a fortement évolué à la fin des années 80, au milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui pour concerner beaucoup des familles en situation de grande précarité qui quittaient la Roumanie pour diverses raisons et notamment des raisons de discrimination puisque ces familles qu'on voit, qui ne sont pas toutes les familles roumaines qui sont en France, mais celles qu'on voit et dont on parle, ce sont des familles qu'on désigne comme roms ou qui se désignent elles-mêmes comme roms et qui ont la particularité de recevoir un accueil pour le moins inconséquent, des familles qui se regroupent dans des bidonvilles et des bidonvilles qui, depuis 25 ans en France, font l'objet d'une politique publique qui n'actionne qu'un seul levier, des évacuations massives. Ce sont 20 000 personnes qui vivent en France aujourd'hui dans des bidonvilles réparties sur le territoire. C'était 20 000 personnes il y a 25 ans, donc une politique publique qui n'a aucun impact puisque les expulsions à répétition ne permettent pas de faire retourner les personnes chez elles. Ce sont des personnes qui ont souvent tout quitté, tout vendu pour se maintenir un petit peu en France ou dans d'autres pays européens et qui n'ont plus rien et qui ne retournent pas en Roumanie. J'en viens à la situation des enfants dans ces bidonvilles. Vivre en bidonville, c'est généralement ne pas avoir d'accès à l'eau, ne pas avoir d'accès à l'électricité, être contraint un petit peu au nomadisme. Je rappelle que les Roms en Roumanie ne sont plus nomades, c'est des idées reçues qui circulent encore beaucoup, mais le nomadisme en France est réel puisque chaque année, ce sont à peu près entre 10 000 et 20 000
personnes qui subissent une expulsion de bidonville. Donc il y a des enfants qui naissent aujourd'hui et qui grandissent en France et qui, 2-3 fois dans l'année, voient leur domicile, fût-il une baraque de bois et de tôle, détruit par des bulldozers, et qui voient leurs parents un petit peu accaparés par la nécessité de trouver un nouveau logement. Ces situations, elles créent évidemment des traumatismes pour les enfants, avec une incapacité souvent pour les institutions de la protection de l'enfance de reconnaître ces traumatismes, de reconnaître les besoins d'accompagnement de ses parents, et surtout une navigation en Île-de-France, c'est très flagrant, un mouvement incessant de ces familles qui ne leur permet pas de s'ancrer dans un territoire et de bénéficier d'un accompagnement social quand il y a des choses qui s'enclenchent. Donc c'est un non-accès à la scolarisation avec des phénomènes d'illettrisme qui se développent, voire d'analphabétisme, et aussi des phénomènes d'exploitation entre les familles pour pouvoir accéder à ces logements. Je vois qu'il faut que je me dépêche un petit peu. Ça me permet de faire la transition sur la situation d'exploitation des enfants. Vous pensez peut-être que je suis un peu éloigné de la question des mineurs isolés, mais en fait pas tellement, puisque dans ces bidonvilles, à la faveur un petit peu de cette politique de non-accueil dont la France est quand même une des spécialistes, se développe, donc se dissimulent aussi des groupes criminels qui exploitent des enfants à diverses fins, et notamment à des fins de commission de délit. Donc c'est dans ces contextes-là que nous, on rencontre des jeunes dans la rue à Paris. On a coutume de dire qu'on repère ces situations-là en repérant des jeunes qui sont en situation quotidienne de travail. C'est une manière à la fois pudique et un peu provocatrice de mettre le doigt sur quelque chose. Quand vous rencontrez des mômes dans la rue et que vous leur proposez d'aller boire un verre pour discuter, ou aller dans une salle de jeu faire un billard, ou alors venir sur notre centre de jour, et qu'ils vous répondent « non, je peux pas, je travaille », et que c'est des mômes de 13-14 ans que vous croisez tous les jours dans la rue, ça a de quoi interpeller. Ces mômes-là sont souvent en groupe, seuls dans les rues de Paris, donc sans adultes autour d'eux, et ce qu'on repère grâce aux chiffres de la justice française et du tribunal de Paris, c'est que le nombre de jeunes filles est assez important. En 2013 ou 2014, il y avait à peu près 1200 déferments de mineurs roumains à Paris. Donc ça ne concerne pas 1200 enfants, mais ce sont des enfants qui ont une tactique pour détourner les identifications judiciaires, donc qui donnent des identités différentes à chaque interpellation, ce qui fait que le parquet ne peut pas compter des individus, mais compte des actes, donc des déferments. 1200 déferments qui concernaient pour la moitié des jeunes filles. Donc un déferment, c'est en général quand on commet un délit, et la délinquance des jeunes filles en France, des mineurs, des filles mineures en France, c'est généralement 1% de la délinquance des mineurs. Donc là, pour les mineurs roumains, on observait une délinquance qui concernait à 50% des jeunes filles. C'est évidemment extrêmement interpellant, et à moins de penser que les jeunes filles roumaines ont un gène qui les prédispose à la délinquance, les raisons sont à chercher autre part. Les raisons qu'on a trouvées, c'est que souvent ces groupes qui exploitent des enfants dévoient des pratiques traditionnelles. Ce sont souvent des groupes au fonctionnement très traditionnel et qui connaissaient une certaine exclusion au sein même de leur communauté en Roumanie, qui pratiquent donc le mariage traditionnel et donc le mariage précoce, avec un système d'échange et de contre-dot où la jeune fille finalement arrive dans sa belle famille, la belle famille devant verser une contre-dot à la famille de la fille. En deux mots, la famille de la fille vend sa fille à la famille du garçon. Cette fille qui arrive dans la famille se voit arriver avec une dette. La belle famille lui dit « ma cocotte, tu nous as coté de l'argent, donc maintenant il va falloir aller travailler pour rembourser cette dette ». C'est pour ça qu'on voit dans ces groupes de petits voleurs un nombre assez important de jeunes filles qui, elles, sont des mineurs non accompagnés, puisque bien souvent la famille de la jeune fille n'est pas sur le territoire français, et la belle famille n'a pas d'autorité parentale. Donc là, on est sur un angle mort de la protection de l'enfance en France, des jeunes filles mineures non accompagnées qui ne sont pas repérées comme telles. La situation des jeunes garçons est un tout petit peu plus enviable, mais pas tellement plus. Ces gamins sont-ils des mineurs non accompagnés ?
Non, théoriquement non, puisque leur famille, les titulaires de l'autorité parentale sont pour certains présents sur le territoire, mais quand ils sont interpellés et dans le circuit pénal, ce sont pour la PJJ des mineurs non domiciliés. Ils ne disent jamais que leurs parents sont présents sur le territoire, ils ne localisent jamais leurs parents, donc pour la PJJ, ce sont des mineurs non accompagnés. Et lorsque ces gamins font l'objet d'une incarcération, quand ils sortent de Fleury-Mérogis, puisque c'est là où ils sont incarcérés, ils doivent faire l'objet d'un signalement et d'un accompagnement à la protection de l'enfance, puisqu'ils sont mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Là aussi, on constate un difficile accès à la protection de l'enfance pour ces mômes, soit parce qu'ils ont une volonté de retourner dans leur famille à l'issue d'une mesure de détention, soit, et c'est bien souvent le cas, il n'y a aucune attention et connexion entre la protection judiciaire de la jeunesse et la protection de l'enfance pour travailler à l'accueil de ces jeunes. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec plusieurs partenaires, le parquet de Paris, l'ASE de Paris, c'est construire des parcours, notamment en sortie de détention, pour que ces jeunes soient correctement protégés dans des structures de protection de l'enfance, préparés à leur accueil et éloignés aussi du territoire de leur exploitation. Ce qu'on remarque, c'est quand vous placez un jeune dans cette situation proche du lieu de son exploitation, eh bien, fatalement, il va être tenté de retourner vers sa famille, non pas parce que c'est un voleur invétéré et qui ne peut rien, mais c'est bien souvent des mômes qui sont empreints d'un conflit de loyauté qui est extrêmement difficile à gérer, et on peut le comprendre, c'est des enfants qui ont souvent des petits frères ou des petites sœurs dans leur famille, donc accepter une protection et accéder à une protection, c'est souvent accepter de laisser des proches et des petits frères, des petites sœurs aux mains des personnes qui les exploitent. Et évidemment, reconnaître l'exploitation que ses parents sont quelque part des bourreaux, c'est extrêmement difficile. Et ça, je pense que ça fait peut-être le lien avec des situations plus classiques, quoique dramatiques, que vous pouvez connaître au sein de familles incestueuses ou de familles où il y a des violences. Il est toujours difficile pour un enfant de reconnaître les violences qu'il subit de la part de sa propre famille. Donc là encore, un besoin de travailler sur ces questions et d'améliorer la prise en charge de ces enfants qui sont au regard du droit français, victimes de la traite des êtres humains, puissent exploiter à commettre des délits ou autres, à la prostitution, s'agissant des mineurs nigérianes dont on a un petit peu parlé, ou c'est plus rare dans des réseaux de mendicité ou d'arnaque à la charité. Si j'ai encore 2 minutes, je vais conclure un petit peu la présentation de ces publics qui rencontrent des difficultés d'accès à la protection de l'enfance avec la question des mineurs marocains de la Goutte d'Or. Donc depuis l'automne 2016, l'ASE de Paris accueille dans le cadre de mise à l'abri très courte, de recueil provisoire d'urgence très court, des mineurs marocains qui présentent des troubles du comportement inquiétants. D'autres services de la ville de Paris remarquent que ces mineurs, la journée, se localisent aux alentours, aux abords du square Bachung, dans le quartier de la Goutte d'Or, et fait le constat d'une impossible entrée en lien avec ces jeunes et d'une incompréhension. Nous dépêchons une équipe mobile avec une éducatrice arabophone, et nous nous rendons compte que ces jeunes sont dans un état sanitaire effroyable, avec des blessures, des plaies apparentes non soignées, des demandes de soins, des demandes d'hygiène, mais ce que nous constatons aussi rapidement, c'est une consommation incessante de colle. Donc des sachets en plastique dans lesquels sont déversés de la colle liquide et qui est sniffée toute la journée. Donc c'est des images qu'on avait vues en Colombie, en Roumanie à la chute de Ceausescu, mais qu'on n'avait plus vu en France depuis des années. Et on s'est rendu compte en creusant et en travaillant un petit peu de plus en plus avec ces mômes que non seulement il y avait de la consommation de colle, mais il y avait de la consommation à très forte dose de benzodiazépine, substance bien connue sur le secteur de Barbès, une consommation parfois de cocaïne, d'ecstasy, pour certains de crack même, et des mises en danger quotidiennes, constantes, par de la violence entre eux, par de la violence à l'occasion de vols commis, donc l'exposition à des représailles de la part des victimes de ces vols, et une exposition surtout à la violence du quartier, puisque ces jeunes sont à la fois chassés par l'écosystème criminel de la Goutte d'Or, en gros, ils nuisent au business, mais aussi utilisés
utilisés par d'autres pour commettre des vols de téléphone portable, des vols de bijoux à l'arraché dans un circuit de recel qui a du mal un petit peu à être identifié. Mais la consommation de produits est là évidemment un indicateur d'emprise, puisque les produits coûtent cher, et pour se procurer des produits, souvent c'est une activité délinquante sous la contrainte qui permet de régler ces produits. Donc là, on est face à des mômes qui sont à la fois demandeurs et qui ont eu des expériences de protection de l'enfance, puisque c'est des gamins qui ont pu avoir des parcours notamment par l'Espagne, mais dont l'errance prolongée en France et dans le 18e arrondissement a eu des impacts très forts et les rendent j'ai pas envie de dire inadaptés, parce que c'est quelque part c'est nos institutions qui ne sont pas adaptées, mais quand on oriente ces jeunes par exemple au dispositif d'évaluation de la Croix-Rouge et qu'il faut attendre plusieurs heures dans une salle d'attente pour avoir un rendez-vous d'évaluation, vous vous rendez bien compte qu'un gamin sous l'emprise de produits, qui a des cycles de sommeil totalement déréglés et qui connaît une errance depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, n'est absolument pas en mesure d'être patient et de répondre aux attendus d'un tel entretien. Donc ces mômes-là, qu'il est évidemment impossible de chiffrer. Nous, on a repéré 150 jeunes différents depuis le mois de janvier 2017, mais par le biais que de notre maraude. On sait qu'il y a d'autres mômes qui sont dans le Grand Ouest, donc Rennes, Brest, Nantes, dans le Sud à Montpellier, mais aussi un petit peu partout en Europe. Ces mômes-là mettent un petit peu à l'épreuve la conception classique du mineur non accompagné, demandeur de protection, qui a une demande du parcours d'insertion. Pour autant, il y a vraiment une nécessité à repenser nos dispositifs pour que le repérage, l'accueil et la prise en charge de ces jeunes soient réellement effectives. Elle implique une coordination plus forte entre les institutions de protection de l'enfance de différents départements, une connexion évidemment entre les dispositifs État, justice et de protection de l'enfance, et un travail au niveau européen pour suivre ces situations. Je pense qu'on est là, on a parlé d'augmentation de chiffres. Au-delà de l'augmentation des chiffres aussi, c'est la diversité des situations qu'il nous faut aborder, et que surtout se prémunir contre l'augmentation des chiffres avec la question des moyens pour les départements, qui visent peut-être à faire des dispositifs un peu uniformes, homogènes, qui aboutissent à l'exclusion de ces publics dont je viens de vous parler, qui restent des publics invisibles bien souvent pour la protection de l'enfance. J'en ai fini. Je pense que j'ai dépassé un petit peu le temps et ça permettra de répondre à quelques questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous allons vous passer la parole peut-être pour plusieurs questions. Moi j'aimerais simplement poser une question peut-être à Monsieur Breillet. Vous avez parlé de toute une évaluation médicale qui est faite au début avec l'organisation de plusieurs examens, de dépistage, de sérologie. Comment cela s'organise concrètement? Et puis les entretiens dont vous avez parlé, individuels, collectifs, est-ce que vous arrivez à les réaliser à nouveau? À quelle fréquence cela peut être fait? Alors, effectivement, systématiquement, quand un jeune se présente à Médecins du Monde, nous organisons des consultations le mercredi. C'est le jour de nos consultations, c'est ouvert pour les mineurs que le mercredi. S'ils viennent avant, on leur propose un rendez-vous le mercredi. Systématiquement, quand ils viennent, ils seront vus d'abord par un accueillant qui fera un peu l'évaluation de sa situation, et on lui proposera une consultation médicale. Systématiquement, tous, on leur propose une consultation médicale, et plus de 90% vont voir le médecin généraliste, qui proposera des examens, un examen médical évidemment, et des sérologies, sérologie VIH, hépatite et radiopulmonaire. Donc on leur propose un rendez-vous le lundi d'après pour aller dans un centre, le centre Edison, où ces examens seront faits. Et on leur propose un retour pour avoir le retour de leurs résultats. D'autre part, les médecins généralistes sont plus compétents pour moi dans ce domaine. D'autre part, on leur proposera de faire le bilan par rapport aux vaccinations. Et on leur proposera des vaccinations, si le cas échéant. Donc la plupart du temps d'ailleurs. Alors, concernant la psychiatrie, nous avons mis en place une consultation ouverte, c'est-à-dire que les jeunes savent que le mercredi après-midi, il y aura toujours un psy. S'ils demandent à le voir, ils pourront être reçus. En pratique, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas quand les jeunes viennent,
sauf s'ils sont passés par certains intermédiaires qui leur disent « il faut que tu vois un psy », il n'y a pas cette demande. Hein. Ce sont les médecins généralistes ou les accueillants qui nous disent celui-là, faudrait le voir. Et donc, on les voit, un premier entretien, on leur propose d'une part d'autres entretiens s'ils le désirent, sans donner de rendez-vous. Je pense que c'est un point important ici, pour nous ici, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont dans des situations très instables. On ne va pas mettre en place une prise en charge un peu lourde au point de vue psy, qui serait encore quelque chose de violent, c'est-à-dire que ce serait de les voir quelque temps et puis après, s'ils sont envoyés en province, etc., ça va pas aller. Donc, on ne va pas mettre en place un transfert important. Ça me paraît tout à fait une notion tout à fait importante. On sait que nous, on est dans une situation de transition. Par contre, parfois, ce dont on prend conscience, c'est que quelques entretiens permettent déjà de remettre une espèce de continuité. Ce que j'expliquais, c'est ce parcours qui est extrêmement chaotique, cette pensée qui est extrêmement chaotique du fait de tout ce qu'ils ont vécu. Si déjà, avec quelques entretiens, on arrive à remettre quelque chose déjà dans le fil de leur vie. Ça me paraît tout à fait important. L'autre aspect que nous avons mis en place là, plus récemment, ce sont des groupes de parole, donc des possibilités de rencontres entre eux, de pouvoir faire part de chacun de leur expérience, de leur situation. Alors on a mis en place, si vous voulez, un espèce de jeu pour introduire la discussion qui tourne autour de ce qui peut être la précarité, de ce qui peut être de la violence, de ce qui peut être des relations aux adultes. Si vous voulez, il y a comme ça tout un champ de questions, et puis ils répondent, et à partir de là se met en place une discussion. Et c'est vraiment tout à fait intéressant, on se rend compte de la richesse de ces entretiens collectifs, enfin de ces groupes de parole, où entre eux ils se soutiennent. Parfois il y a aussi des problèmes de langue, c'est-à-dire qu'entre eux ils reprennent la langue, ils traduisent pour l'un et ils nous le restituent. Il y a comme ça des échanges qui se font, et c'est un moment soutenant pour eux aussi. La petite précision que je souhaitais apporter, c'est qu'en 2 ans et demi, on a eu de cesse de faire évoluer nos actions pour pouvoir s'adapter aux problématiques très imbriquées des mineurs non accompagnés, et qu'effectivement, à la base, on avait pensé les choses vraiment médico-psy. Donc, il y avait une possibilité de consultation avec des médecins généralistes, avec la fréquentation d'un lieu inconditionnel en santé mentale, avec la possibilité de faire un bilan administratif, juridique et social avec une assistante sociale qui est sur le programme à plein temps. Et on a dû, avec le temps, créer de nouvelles modalités d'action en direction de ces jeunes, puisque à chaque fois, on a pu noter et documenter où ça bloquait pour eux. Donc effectivement, sur la question des ateliers collectifs dont Daniel vient de parler, c'est un nouveau mode qui nous semble vraiment très opportun pour les jeunes, puisque c'est afin de prévention, c'est des ateliers parole et prévention. Donc effectivement, il y a toute la question du renforcement psychosocial qui est extrêmement important pour ces jeunes et qui, à travers un mode collectif, a pu vraiment porter ses fruits. Il y a toute la question de la prévention, et on travaille avec des adolescents, donc c'est vrai que la prévention en mode collectif, ça permet vraiment d'aborder des questions de manière plus adaptée. Et puis, très récemment, on a mis en place aussi des permanences soutien au parcours de soins, puisqu'on s'est aperçu que, compte tenu de ces problématiques imbriquées, de la problématique de l'âge, de l'autorisation parentale, pour pouvoir avancer sur des parcours de soins, il y avait beaucoup de blocages qui se faisaient. Donc, on a mis en place aussi cette permanence qui est tenue par un médecin et qui permet aux jeunes de revenir pour dire ses difficultés dans son parcours de soins et pour pouvoir être étayé, pour pouvoir avoir un soutien pour que les choses se remettent dans le bon sens. Donc en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. On essaye de remettre du sens dans ces parcours de vie qui sont chaotiques, dans ces parcours de santé qui sont très complexes. Voilà, et pour rendre hommage aussi à l'équipe qui travaille au sein du programme, pour recevoir 243 jeunes, on a une équipe constituée de 9 médecins généralistes et pédiatres, une pharmacienne, 6 psychologues, psychiatres et pédopsychiatres, 9 accompagnants, puisque pour beaucoup de nos jeunes, il faut aussi faire des accompagnements physiques, puisqu'il y a la barrière de la langue qui est très importante, il y a la fragilité psychique qui empêche l'inscription dans des cadres très rigides de parcours hospitaliers qui sont compliqués à mettre en place. Il y a la question de l'orientation
géographique sur un territoire souvent qu'ils viennent de découvrir. Donc la question de l'accompagnement est une vraie question qu'on ne voit pas du tout aujourd'hui dans le droit commun. C'est une question qui est complètement évacuée. Ils sont parachutés ils arrivent au DEMI, tu vas dans un hôtel, donc ils y vont tout seuls. Quel hôtel? Ou avec un vague plan. Si tu as besoin d'aller, si tu as des besoins en santé, tu vas à tel hôpital, donc ils ont une liste d'hôpital. Si tu as besoin de manger, il y a le kebab du coin. Enfin, vraiment, c'est des déplacements comme ça qui sont pris sans considération de comment la personne a des ressources et des capacités à mettre en œuvre ses parcours. Et nous avons également 2 responsables de mission qui sont des cadres associatifs et qui pilotent le programme, une assistante sociale à plein temps qui est salariée du programme, une chargée d'appui et une coordinatrice. Voilà. Merci. On va passer aux questions. Je voudrais juste vous féliciter pour la qualité de vos interventions et ça me rassure beaucoup de savoir que vous êtes auprès de ces jeunes. Rebondir sur ce que disait Monsieur Lardancher sur ces Marocains que nous voyons en garde à vue, malheureusement, qui sont mutilés parfois, qui effectivement consomment beaucoup de psychotropes et maintenant qu'il n'y a plus de Rivotril disponible, c'est autre chose. Donc on découvre, nous aussi, je dirais, tous les dégâts de ces médicaments sur ces jeunes. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble, peut-être après. Mais on ne sait pas comment les prendre en charge, ces jeunes. Enfin, au niveau de l'hôpital, on est vraiment en difficulté, quoi, parce que... Alors, là où c'est rassurant, c'est qu'il y a quand même, malgré leur grande errance, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un maintien et une volonté d'accéder aux soins, de se faire soigner. Donc nous, c'est comme ça qu'on a aussi développé l'approche de ces jeunes dans la rue, avec une intervention d'infirmières de rue pour répondre aux peu de demandes de bobologie dans un premier temps, puis aux orientations. C'est vrai que les orientations hospitalières se font généralement quand il y a des cas d'urgence. Nous, c'est la garde à vue, hein. C'est pas un truc choisi, hein, l'hôpital. Mais souvent, malheureusement, suite aux gardes à vue, nous, on a des récits de gardes à vue extrêmement compliqués. Les conditions d'interpellation sont ce qu'elles sont à Paris dans le 18e. C'est des mômes qui dorment dans les autolibes. Pour les déloger, il y a une technique qui est de gazer l'autolib à l'intérieur de l'autolib avec les gamins. Donc on a vu des gamins brûlés par des gaz lacrymogènes, avec évidemment des gamins qui se débattent, des policiers qui sont sur un territoire complexe, avec beaucoup de problématiques à gérer, avec des problématiques d'effectifs aussi, et donc qui sont pas là pour faire du social selon leurs mots, et c'est peu de dire qu'ils ne font pas de social. Donc voilà, il y a des mômes qui sortent du commissariat aussi avec des séquelles et aussi une envie de sortir de ce parcours-là. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour accéder aux soins, alors même que nous, on a pu repérer que c'était un levier, et c'était un levier, soigner une blessure, ça peut être le moyen de commencer à parler des consommations et mieux comprendre ça, et recueillir un peu une parole, et organiser un parcours de soins aussi qui sera chaotique, qui sera pas linéaire, qui sera fait d'aller et venir, mais en tout cas qui débutera. Et là aussi, il y a un enjeu de connecter ces actions-là en milieu ouvert avec ce qui peut être fait au sein de procédures pénales, puisque c'est des jeunes qui commettent de nombreux vols, parfois avec violence, et que même si ces vols sont commis sous la contrainte, même si il y a l'intervention les violences peuvent être encouragées par la consommation de produits, c'est difficile de ne pas mobiliser la protection judiciaire de la jeunesse pour ces mômes. Mais si elle l'est, il faut qu'elle le soit en coordination avec l'ensemble des autres acteurs, et les acteurs santé notamment. Et c'est là toute la difficulté. Oui, bonjour, je suis psychologue et je travaille entre autres dans des pensions de famille et des résidences très sociales, puisque c'est les anciens foyers Sonacotra. Alors je suis ravie d'avoir entendu vos interventions, parce que depuis quelque temps, on a remarqué au sein de la pension de famille des jeunes filles, des mineurs, elles sont même très très jeunes, qui viennent se prostituer. Sauf qu'au sein de la pension de famille, c'est un public très particulier, et que la dernière fois, il y en a une qui a failli se faire massacrer, parce que il y a une pulsion un peu
crise classique et bon, le temps que j'intervienne auprès du patient, elle s'est envolée. Je sais que ça va recommencer. On est très démunis par rapport à ces jeunes filles très jeunes, vraiment très très jeunes. Il y en a une, elle faisait presque bébé, quoi. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, parce que c'était tout de suite, on va appeler la police. Bon, on est vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je me suis sentie totalement démunie par rapport à l'intervention que je pouvais faire, hormis par rapport à mon patient dans ce cas-là. Question difficile, j'ai pas de... Enfin, je ne sais pas si vous en avez, mais moi, j'ai pas de réponse qui va vous apporter une solution. Je pense que la question du signalement, elle se pose auprès du procureur de la République. Il y a deux, en gros, deux niveaux. Hein. L'information préoccupante quand il y a des suspicions de danger et le signalement direct auprès du procureur quand il y a une situation de danger imminent ou réel. Donc là, ça relève du danger imminent et réel. La difficulté, c'est de faire... le signalement peut déclencher une intervention des forces de l'ordre pour faire exécuter une éventuelle ordonnance de placement provisoire. Et ça peut être délicat vis-à-vis de vos patients, des personnes qui occupent ces lieux. Et puis surtout, l'intervention policière n'est pas immédiate, donc elle risque d'intervenir après que la jeune fille soit partie. Il faudrait peut-être travailler sur, voilà, est-ce que c'est des venues qui sont régulières, de manière à mobiliser notre association ou d'autres associations qui travaillent auprès de mineurs dans de telles situations. Il y a des associations spécialisées sur les publics en situation de prostitution à Paris pour voir si il ne peut pas y avoir des rencontres dans ce cadre, soit à l'extérieur du foyer. Pardon ? Dans le 77. D'accord. Nous, on n'a pas forcément les moyens d'intervenir tout le temps, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut se travailler. Je pense qu'il y a un tissu associatif dans le 77 qui peut intervenir, qui peut être mobilisé. Je sais que les préfectures, généralement, sont assez, et notamment les délégations aux droits des femmes, sont assez sensibilisées sur cette question-là, donc peut-être les mobiliser pour qu'eux aussi trouvent des intervenants associatifs pour intervenir et que tous les acteurs, et notamment le parquet, soient un petit peu sensibilisés sur ces questions-là. Peut-être une autre question. Est-ce que je peux demander s'il y a des modèles étrangers intéressants du travail que vous faites, que nous faisons? Au niveau de la protection des mineurs, alors... S'agissant des mineurs non accompagnés, il y a le modèle belge qui est intéressant dans le sens où toute personne se disant mineur se voit désigner un tuteur, donc une tutelle. C'est aussi une des difficultés qu'on a dans l'accès aux soins, c'est que ces jeunes, normalement, il y a plein de démarches qui ne peuvent pas être faites puisque privés de l'autorité parentale, le juge des enfants ne peut pas se substituer sur tous les actes. Il peut intervenir pour les actes usuels. Donc, désigner systématiquement des tuteurs aux jeunes qui se présenteraient aux plateformes d'évaluation, c'est une piste de réflexion qui peut permettre d'améliorer un petit peu l'accueil et la prise en charge de ces jeunes, qu'ils soient intégrés dans un parcours de protection de l'enfance ou qu'ils soient, in fine, réintégrés dans le dispositif majeur. Voilà, donc il y a quelque chose à penser. Sur les questions de mineurs exploités, on a une grosse difficulté en France, c'est que n'est reconnue victime qu'une personne qui est désignée en tant que victime dans un dossier judiciaire, dans une procédure qui ira au bout et qui aboutira à la condamnation d'auteur. Donc il n'y a pas de victime sans auteur. Et aujourd'hui, nous, tous les mômes dont on s'occupe, c'est des victimes qu'on présume très fortement, hein, quand ce sont des jeunes filles nigérianes très jeunes qui travaillent tous les jours dans les rues de Paris ou aux abords du bois de Vincennes, ou que ce soit des mineurs roumains qui travaillent tous les jours dans la rue et qui commettent des délits à répétition, qui sont des pénalistes reconnus pour contourner les procédures judiciaires, en déclarant des âges de moins de 13 ans, en refusant les identifications judiciaires et en volant énormément. Là, il y a
un problème qui est de ne pas pouvoir les considérer comme victimes, que le système judiciaire ne les reconnaisse pas en tant que victimes tant qu'il n'y a pas une plainte déposée, une procédure qui va au bout. Et là aussi, dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, il y a des commissions un petit peu ad hoc avec des professionnels de la justice, des travailleurs sociaux, des institutions de protection de l'enfance qui peuvent accorder le statut de victime à des enfants en la déconnectant de la procédure judiciaire. Ça permettrait peut-être aussi de mobiliser différents acteurs et d'accorder une attention un petit peu plus grande à ces jeunes. Oui, bonjour, donc, je m'appelle Audrey, je suis éducatrice et je travaille à Nantes. En fait, à Nantes, on a aussi des délais d'évaluation qui sont très longs. On est plutôt autour des 3 mois. Et la proposition de Médecins du Monde sur le parcours de soins en amont, là, je la trouve plutôt intéressante. Mais je me posais... Alors, j'ai peut-être mal compris quand vous parliez de PUMA CMUC. Enfin, parce que, du coup, la question du statut, elle se pose clairement au-delà des 5 jours du recueil provisoire. Et alors qu'effectivement, c'est un temps où il ne se passe pas grand-chose. Et je pense que sur Nantes, on pourrait organiser... voilà, ce parcours de soins. Mais j'aimerais bien que vous reprécisiez ces histoires de statut et d'accès aux droits qui seraient en dehors de la CMU ordinaire et de la ME. Alors, sur la question de l'ouverture des droits à une couverture maladie, il y a une circulaire qui date de 2011 qui précise que les mineurs isolés étrangers qui sont pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance sont éligibles à une couverture maladie qu'on appelle la protection universelle maladie et une complémentaire CMUC. Et cette même circulaire vient préciser, alors on ne sait pas qui a réussi à écrire un texte pareil, que les mineurs isolés étrangers sans attache auprès d'aucune structure, c'est qui? Puisque justement, parce qu'ils sont isolés et parce qu'ils sont en danger, ils doivent être attachés à une structure, sont éligibles à l'ouverture d'une aide médicale d'État. Nous, dans le schéma qu'on propose, c'est qu'à partir du moment où ils sont rattachés à une structure, qu'il y ait une mesure de protection qui ait été prise formellement ou pas, ils sont rattachés à une structure, puisqu'ils sont en train d'attendre une évaluation pendant ce temps d'attente, et que, étant rattachés à une structure de l'aide sociale à l'enfance, ils devraient donc glisser vers l'ouverture d'une PUMA CMUC, et que ça permet ensuite d'asseoir des droits qui permet de penser des parcours de santé cohérents. Donc ça, c'est une des propositions parmi tant d'autres, c'est-à-dire que pendant le temps de l'accueil provisoire d'urgence, qui devrait être une véritable mesure, mais qui aujourd'hui n'en est pas une dans la plupart des départements, puisqu'aujourd'hui, cet accueil provisoire d'urgence se résume à une mise à l'abri sèche, en dehors des textes, et qui n'est assortie de rien. Pas de parcours santé, pas de suivi socio-éducatif, pas d'attention au niveau social, qui permettrait de réaliser l'ensemble de ces droits. Mais dans l'attente, puisqu'ils sont quand même identifiés par une structure qui a vocation à les faire rentrer dans un dispositif de protection de l'enfance, il faut en amont réaliser le plus de droits possible, dont celui-là qui est très protecteur. Si, c'est la circulaire du 8 septembre 2011, que vous pouvez le retrouver sur le site Infomi. Ceci dit, nous, on en est arrivé à se dire que de toute manière, il faut repenser cette circulaire qui n'a aucun sens, séparer les publics et accorder des protections à 2 vitesses à un public identique, ça n'a absolument pas de sens. Et d'autant plus que nous renforçons ce plaidoyer sur l'état de nos constats, c'est-à-dire qu'on a des chiffres, et c'est vraiment la raison d'être de nos programmes, c'est soigner pour témoigner. En santé somatique, sur 235 dossiers médicaux ouverts, on a réalisé 485 consultations médicales. Et sur ces 485 consultations médicales, il y a eu 93 orientations immédiates pour une prise en charge hospitalière, soit 39% de nos patients. Donc beaucoup de départements aujourd'hui disent l'état de santé des mineurs non accompagnés est assez satisfaisant. Nous, c'est pas ce qu'on constate. Donc 39% de nos patients qui ont été orientés immédiatement pour une prise en charge hospitalière, et 49 orientations sont à mettre en œuvre quand une couverture maladie sera effective, donc ce qui rajoute encore 20% de nos patients. En santé psychique, 103 dossiers psy ont été ouverts, soit pour 44% de nos patients, et qui ont mené à 152 consultations psy, plus 42 jeunes qui ont été accueillis au sein des ateliers collectifs Parole et Prévention afin de renforcement psychosocial. Donc on a quand même des besoins importants, et l'état de santé des mineurs non accompagnés n'est pas satisfaisant. Donc il faut vraiment le prendre en considération dès qu'ils arrivent.
Bien, merci. On va clore cette partie. Une pause donc est prête accompagnée d'une collation jusqu'à 11h30 avant la partie sur l'évaluation des mineurs non accompagnés. Je voulais vous remercier à nouveau pour vos différentes interventions très intéressantes et vous féliciter pour ce que vous faites auprès de cette population-là. Merci. Merci.